Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché du 2 février 2026. Comme chaque lundi, on revient dans une première partie sur l'actualité macroéconomique. On parlera du shutdown. On parlera également de stratégies qui voient le cours du Bitcoin atteindre son prix d'achat moyen. On est même passé un petit peu en dessous. On parlera également de Kevin Warsh, le potentiel nouveau président de la Fed qui entrerait en fonction au mois de mai. Et dans une deuxième partie, on ira sur les graphiques pour passer en revue les principales classes d'actifs, les indices boursiers américains, l'or, le pétrole, le dollar et bien sûr Bitcoin et les cryptos d'une manière générale. Et on verra que beaucoup de supports ont été cassés. Car comme vous pouvez le voir sur Betacoin 360, on a quasiment l'ensemble du marché qui est en rouge vif. On a ETH qui est à moins 21%. BTC à moins 11%, XRP moins 14%, Solana moins 16%, BNB moins 15%. Voilà pour les majeurs, c'est comme on dit un vrai bain de sang, il y a une cascade de liquidation. Donc un marché qui est très fortement en recul sur une semaine. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas non plus de boule de cristal. Je vous partage simplement mon analyse et ma vision du marché, notamment basée sur la psychologie des marchés au travers de l'analyse technique, et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. On commence donc par la macroéconomie. La semaine dernière, pas de surprise. L'information qu'on attendait principalement, c'était la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Ils ont été maintenus à 3,75%. Donc pas de changement, pas de surprise. Un discours du FOMC qui était par Jérôme Powell qui était assez neutre, on va dire, rien de vraiment nouveau. Donc pas grand chose à dire de plus sur le sujet. On reviendra tout à l'heure du coup sur la potentielle nomination du nouveau président. Ça a été proposé par Trump, il reste encore à être voté, à être validé, hein. C'est pas encore totalement acté, même s'il y a quand même de fortes probabilités pour que ce soit lui, hein. C'est pas encore définitif. Cette semaine, ce qu'on va particulièrement suivre, c'est le taux de chômage du mois de janvier. Donc on aura l'information normalement. On va parler juste après du shutdown, mais on devrait l'avoir vendredi 6 février, un taux de chômage qui est attendu au même niveau qu'en décembre, à savoir 4,4%. Donc il y a d'autres informations de cette semaine qui peuvent être intéressantes. PMI manufacturier, PMI service qu'on aura aujourd'hui et mercredi respectivement. Mais l'info la plus attendue pour moi, c'est le taux de chômage. Concernant les ETF, la semaine dernière, des gros volumes de sorties sur la fin de semaine, sur jeudi et vendredi. Ici, on est exprimé en millions de dollars, donc on n'est pas loin du milliard sur la journée de jeudi. 817 millions, 500 millions sur vendredi. Un début de semaine où il ne s'est pas passé grand-chose en termes de volume, c'est relativement flat, on va dire. Mais voilà, une semaine qui est très baissière et on montre, hein, on voit là que depuis décembre, on a une augmentation des outflows au niveau des ETF Bitcoin. Si on regarde Ether, la tendance est similaire. Je vais me mettre également en dollars. Moins 155 millions, moins 252 millions sur la fin de semaine. On a une semaine qui est fortement négative également pour les ETF Ether. Et pour revenir sur les ETF Bitcoin, on voit ici on est sur les prix d'achat moyens des différentes entreprises et toujours sur les ETF. Ici, on voit le coût d'achat moyen des clients qui ont acheté du Bitcoin via les ETF, en l'occurrence via Grayscale, BlackRock, Fidelity. Et ensuite, on a un ensemble en vert qui est All ETF Cost Basis, qui est autour des 84 000. Et on voit que sur la moyenne du prix d'achat des bitcoins via les ETF, les investisseurs sont en perte. Donc ce sera intéressant d'observer dans les jours et les semaines qui viennent quel est le comportement de ces investisseurs-là, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. Est-ce que ça va engendrer de la peur, de la panique et ça va amplifier la baisse actuelle, ou au contraire on va avoir un rebond. Actuellement, vous le savez évidemment que le marché est dans l'extrême peur, que ça dure maintenant depuis un petit moment, mais que ça peut tout aussi bien continuer dans le temps. On reviendra dessus tout à l'heure sur les graphiques. Ensuite, concernant le shutdown, vous le savez, le shutdown c'est un vrai problème, hein, puisque ce sont les agences fédérales aux États-Unis qui ne sont plus fonctionnelles, tout simplement. Les fonctionnaires ne sont plus payés et donc les chiffres n'arrivent plus, entre autres, hein, pour nous en tout cas notre impact c'est de ne plus avoir les chiffres. C'est également le cas des autres acteurs
économique dans la finance. C'est pas sans conséquence sur les marchés. Donc actuellement, on est dans une fermeture partielle et la Chambre des représentants va reprendre ses travaux aujourd'hui. Donc ici, sur le site de CSBS News, ils nous ont dit donc ce qu'on devait savoir pour faire un point de situation aujourd'hui. C'est que des dizaines d'agences fédérales ont vu leur financement expirer samedi à minuit. Donc fermeture partielle du gouvernement. Vendredi, le Sénat a adopté un plan de financement après avoir conclu un accord bipartisan, mais cet accord doit encore être approuvé par la Chambre des représentants qui devrait retourner à Washington lundi. Les démocrates ont conclu un accord avec la Maison-Blanche après avoir exprimé des objections concernant le financement des agences d'immigration. On en a parlé la semaine dernière un petit peu, notamment avec les incidents et malheureusement les 2 morts qu'il y a eu. Le Sénat a voté vendredi soir, quelques heures avant la date limite, sur l'adoption définitive de l'accord de financement, après le vote de plusieurs amendements. Le sénateur républicain qui s'était initialement opposé à une procédure accélérée a finalement déclaré qu'il autorisait son adoption. Les conséquences d'une fermeture partielle seront minime si la Chambre des représentants parvient à finaliser le plan en début de semaine. Donc si c'est finalisé, on va dire, aujourd'hui, demain ou après-demain, voilà, l'impact sera minime puisque ces agences auront été fermées juste quelques jours. Et évidemment, à Washington, l'idée d'une fermeture prolongée comme celle qui a duré 43 jours, un record à l'automne dernier, est loin d'être séduisante. Donc on refera un point la semaine prochaine sur le sujet en espérant que tout soit rentré dans l'ordre et qu'il n'y ait pas de shutdown en cours aux États-Unis. Autre élément qui fait peur et qui inquiète le marché, c'est le fait que Stratégie B, anciennement MicroStrategy de Michael Saylor, se retrouve en perte puisque le prix du Bitcoin se situe à un prix qui est inférieur au seuil de coût de Stratégie. Cet article nous dresse un petit point de la situation et nous explique les conséquences pour Stratégie. Et vous allez voir que c'est pas si dramatique que ça. En tout cas, à court terme, il n'y a pas de risque majeur sur le sujet. Le coût moyen pour Stratégie est d'environ 76 000 $ par Bitcoin. Et en résumé, donc Bitcoin qui a fait un repli à 75 000 $ dans la nuit ou tôt ce matin, ça a fait passer donc la stratégie de Michael Saylor en dessous de sa base de coût moyenne en Bitcoin. Bien que l'entreprise soit techniquement en difficulté financière sur le papier, les analystes ne constatent aucune tension sur le bilan ni aucun risque de vente forcée. Les avoirs en Bitcoin de Stratégie sont libres de toute charge et sa structure de dette lui confère une grande flexibilité. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est arrivé pendant le marché baissier lors de l'année 2022, pendant plusieurs mois, ça avait duré assez longtemps d'ailleurs. Stratégie s'était retrouvée en perte et ça n'avait pas forcé l'entreprise à ce moment-là à vendre du Bitcoin, même si, il faut le reconnaître, à ce moment-là, l'entreprise n'en détenait pas autant, donc l'impact financier était quand même moindre. Toujours est-il que la configuration de l'entreprise et son mécanisme de crédit, de dette, fait qu'il n'y a pas besoin de vendre immédiatement, et même à court moyen terme, il n'y a pas de nécessité à vendre, ils ont encore le temps de voir venir. Les conséquences qui sont envisagées dans cet article, et la principale, c'est sur la capacité future de lever des fonds et non sur la solvabilité. Et l'autre élément, c'est d'avoir une accumulation plus lente pendant les périodes où Stratégie se négocie en dessous de la valeur de ses avoirs en Bitcoin. Donc même si les produits proposés par Stratégie perdent en intérêt et en attractivité et donc vont limiter l'afflux de capitaux, de dettes pour Stratégie pour toujours accumuler plus de Bitcoin, tout ça va ralentir inévitablement. C'est pas pour ça que l'entreprise va être forcée de vendre des Bitcoins et de faire plonger le marché encore plus qu'il ne l'est actuellement, parce que étant donné qu'ils détiennent quand même 6% de la supply en circulation, à savoir 712 647 bitcoins. Voilà, il est pour le moment pas envisagé de les vendre, donc pas de souci du côté de Stratégie aujourd'hui. Ensuite, concernant la présidence de la Fed, on sait qui a le plus de probabilité d'être le prochain, donc c'est Kevin Warsh qui a été nommé par Donald Trump très récemment, je crois que c'était le 30 janvier. Donc je vous ai sélectionné ici 2 articles.
Je vais vous les mettre en description pour ceux qui veulent prendre le temps de les lire. Je vais vous en faire un petit résumé. Déjà, pour commencer, petite présentation, il a 55 ans, c'est un financier et ancien gouverneur de la Réserve fédérale. Il a servi comme membre du Board of Governors de la Fed de 2006 à 2011, ayant été nommé par le président George W. Bush et devenant alors l'un des plus jeunes gouverneurs de l'histoire de l'institution. Pour lui, cette annonce a un goût de revanche, car en 2018, Trump avait écarté Walsh au dernier moment pour ce même poste, lui préférant Jérôme Powell, l'actuel président de la Réserve fédérale. Kevin Walsh est historiquement considéré comme plus hawkiste sur l'inflation, c'est-à-dire en faveur d'une politique monétaire stricte visant à maintenir la stabilité des prix. Pendant la crise financière de 2008, il a joué un rôle central en tant que liaison entre la Fed et Wall Street, participant aux réponses urgentes et aux décisions politiques majeures. Il a parfois contesté certaines politiques de la Fed, notamment l'assouplissement quantitatif massif et l'expansion du bilan de la Fed après 2008, estimant que ces mesures portaient des risques importants. Plus récemment, il a critiqué la gestion de Powell et l'orientation de la Fed sur des sujets jugés hors de son mandat, comme le climat ou la diversité, l'équité et l'inclusion, appelant à un changement de régime au sein de la Banque centrale. En parallèle, Walsh s'est aligné davantage avec la vision de Trump en matière de taux d'intérêt plus bas pour stimuler la croissance économique, ce qui marque une évolution tactique de ses positions traditionnelles. C'est-à-dire, en gros, si je lis entre les lignes, c'est que de base, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de baisser les taux, qui n'a pas envie de voir le bilan de la Fed augmenter et donc d'avoir des injections de liquidités. Donc, il est plutôt pour une restriction des liquidités. Mais bon, pour être, je pense, dans les bons petits papiers et avoir le poste qu'il convoite depuis toutes ces années, finalement, pourquoi pas aller vers une baisse de taux comme le veut Trump. On verra si une fois en poste, il va vraiment dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter que de base, c'est pas quelqu'un qui est favorable à une baisse des taux telle que le demande Trump, qui n'est pas favorable à une augmentation du bilan de la Fed. Donc bon, il y a quand même un petit changement. J'ai le sentiment, je ne suis pas expert du sujet, mais au travers de ce que je peux lire là sur lui, je me dis que voilà, il y a peut-être un peu d'opportunisme de sa part pour obtenir le poste. Il est aussi intéressant de savoir que son beau-père est le milliardaire républicain Ronald Lauder, un soutien de longue date de Donald Trump. Cette proximité sociale et politique dans les cercles influents républicains a contribué à rapprocher Walsh de l'administration Trump. S'il devient président de la Fed, il pourrait influencer de manière significative la politique monétaire américaine avec un enjeu crucial portant, vous le savez, sur l'équilibre entre stimulation économique, maîtrise de l'inflation et un sujet d'actualité, indépendance institutionnelle de la Fed. Son mandat débuterait dans un contexte d'inflation encore supérieur à l'objectif de 2% de la Fed et des débats sur le rythme et la taille des taux d'intérêt. Il doit être confirmé par un vote à la majorité simple du Sénat américain, après des auditions devant la commission bancaire, puis un vote en séance plénière. Il n'y a pas encore de date officielle fixée pour le vote de confirmation au Sénat. Plusieurs médias évoquent une audition possible entre mars et avril 2026. Voilà donc pour les informations que je souhaitais vous partager sur le très probable potentiel président de la Fed donc aux États-Unis. Et au niveau de l'impact sur les probabilités d'évolution des taux d'intérêt directeurs, eh bien, il n'y en a quasiment pas, puisque les probabilités sont toujours de 2 baisses de taux, une en juin et une en septembre de cette année. Voilà, même si donc ça bougera forcément encore dans les semaines et les mois qui viennent. En tout cas, à la prochaine échéance, le 18 mars, on a quand même aujourd'hui, donc c'est dans un mois et demi, on a une probabilité à 87%, donc qui est quand même très élevée. Donc très vraisemblablement, il faudra attendre encore plusieurs mois avant d'avoir une première baisse de taux, et ce malgré la forte probabilité de voir donc Kevin Walsh comme nouveau président de la Fed à la place de Jérôme Powell. Je vous propose maintenant de passer sur les graphiques en commençant par ce tweet de Benjamin Cohen qui met en avant ici les 3 moyennes mobiles. On est en semaine, on a en rose la moyenne mobile 50 périodes, en bleu la 100 périodes et en blanc la 200 périodes. Ici, on a les 3 derniers cycles plus le cycle en cours. Donc, la cassure ici, je vous en avais parlé, puisque pour moi, ça a été un signal baissier assez fort, même si un indicateur ne fait pas le marché. C'est quand même des signaux, enfin, pour moi, en tout cas, cet indicateur-là, c'est un signal fort de potentiellement retournement de tendance. Il a été cassé donc en fin d'année.
ici maintenant, en ce début d'année, on est en train de casser la moyenne mobile 100 périodes et on se dirige tout droit vers la moyenne mobile 200 périodes. La cassure sur les cycles précédents, donc de la moyenne mobile des 50 périodes en semaine, a entraîné plusieurs mois de baisse. Voilà, potentiellement, on est rentré là-dedans. La cassure de la moyenne en bleu, donc celle des 100 périodes, a également souvent entraîné une baisse prolongée. Voilà, est-ce que l'histoire se répétera? Eh bien, comme je n'ai pas de boule de cristal, je vous le disais, l'avenir seul pourra nous le dire. En tout cas, la probabilité, d'après l'histoire la plus élevée, c'est maintenant d'aller au contact de cette moyenne mobile 200 périodes, comme ça a été le cas ici en 2015. Elle avait fait office de support pendant un petit moment, hein, ça avait duré comme ça pendant, on va dire à peu près un an. Ça avait été le cas ici également en 2019, puis en 2020 au moment du Covid, c'était venu dessus, on va dire assez furtivement, violemment, puisqu'on était passé en dessous, mais on était remonté quand même assez vite. Sur le cycle précédent, en 2022, c'était resté un petit moment en dessous, hein, là c'était l'époque FTX, hein, feu FTX, où on avait vraiment plongé fortement en dessous avant de rebondir et d'initier un nouveau marché haussier. Voilà. Est-ce que la tendance baissière ici va se poursuivre pour aller jusqu'à la moyenne mobile 200 périodes? Si c'est le cas, en tout cas à aujourd'hui, la moyenne mobile 200 périodes se retrouve au niveau des 58 000 $, ce qui nous ferait une baisse supplémentaire de 25% par rapport au cours actuel autour des 77 000 $. Je voudrais également faire converger ces infos avec les retracements de Fibonacci. On prend sur le dernier mouvement, on prend le point bas et le point haut. Actuellement, on est entre les 0,382 et les 0,5 et la moyenne mobile 200 périodes se situe au niveau des 0,618 qui est un niveau clé pour les investisseurs, pour les traders et moi en tout cas, d'un point de vue investisseur, quand je cherche à définir une bonne zone de rechargement long terme, les 0,618 en sont souvent une qui est intéressante. Donc clairement, si on revient sur cette zone-là, pour moi, et ce n'est pas un conseil d'investissement, ce sera une zone très intéressante pour se positionner. D'autant plus que ce prix-là, il se situe dans une zone qui, au cours de l'année 2024, a fait office de support et ça a fait office de résistance sur le cycle passé lorsqu'on a eu le double top de 2021. Alors là, on était un petit peu au-dessus, mais voilà, il n'y a jamais de prix exact, hein. On est sur des zones et donc on est sensiblement sur cette zone-là, donc qui pourrait faire office de support ultime avant d'avoir une nouvelle impulsion haussière, puisque après, si on casse tous ces niveaux-là, eh bien, on ira encore plus bas, mais on n'en est pas là, loin de là. Déjà, donc là, hop, je vais enlever ça. Si on regarde, hop, si on se projette un petit peu moins loin, ce qu'on peut observer, c'est que la semaine dernière, on a cassé donc ce support au niveau des 87 000 $ de manière très violente. Je ne suis pas revenu dessus en détail, mais on a eu plusieurs milliards de liquidations. Ça a été une vraie boucherie, hein, si on peut utiliser ce terme. Et donc là, c'est le support des 80 000 qui est en train de casser. On démarre la semaine difficilement autour des 77 000. Alors j'ai vu passer pas mal le gap CME, machin. Bon, pourquoi pas, hein. C'est possible qu'on aille recombler le gap. On peut le recombler cette semaine comme on peut le recombler dans un an, hein. Il n'y a pas de... Historiquement, il n'y a rien qui nous certifie que parce qu'il y a un gap, ça va être comblé très rapidement. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, ce gap. Le prochain niveau de support que je vois, c'est ici les 72 000. Donc, c'était le niveau attendu, je me souviens très bien, printemps 2025, au moment des tarifs. Ça a fortement paniqué sur le marché et donc, c'était la zone des 72 000 qui était attendue, puisque ça correspondait un petit peu au-dessus du plus haut historique de l'ancien cycle et ça correspondait ici donc à cette zone de résistance, voilà, qui avait été cassée pour donner cette impulsion. Finalement, on n'a pas été aux 72 000. Ce chiffre donc revient aujourd'hui, hein, puisqu'on en est très proche, hein, on est à 77 000. On a fait un plus bas à 75 000 si on prend en compte la mèche, voilà, donc forcément, les 72 000, on est vraiment plus très loin. Maintenant, il y a plus grand monde à liquider, en tout cas au niveau des leviers. Comme on l'a vu, on arrive également sur le niveau d'achat moyen sur les ETF. Donc, on est sur un niveau qui est quand même aujourd'hui assez important. Donc, ça pourrait très bien consolider sur ces prix-là. Ça pourrait très bien aussi faire office de support. On pourrait très bien avoir un rebond aujourd'hui.
Au niveau du RSI, on voit qu'on est extrêmement bas. Alors, on n'est pas en survente, mais on en est quand même pas loin. Et si on passe dans une unité de temps un petit peu plus courte, en journalier, on est rentré en survente. Toujours pareil, hein, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on voit ici, on était rentré également en survente. Ça a été un moment pour se positionner. Après, encore faut-il savoir sortir pour prendre ses profits pour ceux qui font ce qu'on appelle du swing trading, ou alors pour des investisseurs long terme comme moi, c'est plus des opportunités en fait pour renforcer des lignes, renforcer des positions dans des moments qui nous semblent opportuns et optimiser en fait un DCA, un achat récurrent du même montant selon la même fréquence sans trop se poser de questions. Après voilà, je ne dis pas qu'il faut faire comme ci ou comme ça, chacun fait comme il l'entend. Je voudrais juste signaler voilà, que quand on rentre en survente journalier, bon, ça peut être à court terme en tout cas intéressant, même si bien sûr ça représente un risque et que rien ne garantit que le prix va rebondir dans cette configuration. Ensuite sur Ether, comme on l'a vu en début de vidéo, ça a baissé beaucoup plus fort. On est revenu très rapidement sur le niveau autour des 2100 $. On est venu rebondir dessus, on est venu mécher. Pour le moment, on a juste eu voilà, un petit retest de ce support. Pour moi, maintenant tout dépend de Bitcoin, dans la mesure où je ne vois pas du tout comment les alts pourraient, dans cette configuration, dans la psychologie actuelle où sont les marchés, je ne vois pas comment les alts pourraient aller surperformer Bitcoin. Et d'ailleurs, on le voit au niveau de la dominance du Bitcoin, hein, on a une dominance du Bitcoin qui remonte tranquillement mais sûrement. Au niveau du BNB, donc la droite de tendance haussière a été cassée, enfin été cassée, j'aurais presque envie de dire, parce que c'est le cas de toutes les alts, c'est le cas de quasiment toutes les cryptos, toutes les tendances haussières, les droites de tendance haussière ont été cassées. Maintenant, on se dirige donc vers des supports plus horizontaux, et donc là, sur BNB, le support, pour moi, je le situe autour des 680 $ qui correspond aux anciens ATH du cycle précédent. Et ici, ça avait fait office de résistance pendant un petit moment avant d'être cassé à la hausse. Donc le BNB qui reste encore parmi les cryptos les plus costauds. Ensuite, Solana, lui, a cassé le support ici autour des 130 $. Actuellement, Solana à 100 $. Quand on voit le run qui a été fait sur fin 2023, début 2024, en fait, au niveau des supports, ensuite, il n'y a pas grand-chose, hein, ça va chercher quand même très bas. La prochaine zone, je la vois ici, autour des 49, puisque cette zone avait fait office de résistance ici, de résistance ici. Voilà, mais sinon ça fait moins 50% par rapport au prix actuel, et après on va aller encore bien plus bas. Donc voilà pour Solana. Et pour XRP pareil, le support ici a été cassé, donc à moins d'une invalidation qui soit rapide et une réintégration du range, pour moi c'est pas bon du tout non plus pour XRP, et ça pour moi augure plutôt une continuation baissière sur ces cryptos. Si on regarde du côté de la dominance des stablecoins USDT et USDC, je vous en avais parlé ici lorsqu'on avait fait ce breakout. On est venu faire un pullback et ensuite on a une impulsion haussière, et donc on sait que lorsque la dominance des stablecoins augmente comme ça de manière significative, eh bien ça se fait pendant les marchés baissiers des cryptos. C'est à ce moment-là que le cours des cryptos baisse de manière assez significative. C'est pas parce qu'une crypto a fait moins 70% ou moins 80% qu'elle ne peut pas refaire encore moins 80%. On est probablement dans une grande purge du marché crypto, et la majorité des projets que vous connaissez, qu'on retrouve dans le top 100, probablement vont continuer de baisser et seront remplacés petit à petit avec voilà, des nouveaux projets, des nouvelles narratives qui auront la hype, qui auront l'attention et qui auront par conséquence les liquidités pour faire monter le prix. Au niveau des autres classes d'actifs, on a l'or qui a fait un plus haut historique la semaine dernière. Vraiment fou l'or, hein. On est monté à 5600 l'once d'or. C'est ultra vertical. Bon, c'était un petit peu trop vertical, hein. Je vous en avais parlé dans ma vidéo la semaine dernière. Pour moi, ça a commencé à vraiment être excessif. Malgré tout, on reste quand même encore aujourd'hui au-dessus de ce canal haussier. Donc moi, ce que j'attends, ce qui me semble le plus probable en tout cas, et le plus sain aussi pour le marché de l'or, c'est d'avoir une période de consolidation après cet excès haussier. Si on regarde par rapport à Bitcoin, donc on est venu
très rapidement sur ce nouveau support. On a méché fortement en dessous. Là, on est en train tranquillement un petit peu de rebondir, à voir si ce support tient. Pour le moment, on peut pas dire qu'ils tiennent, on peut pas dire qu'ils tiennent pas non plus. En tout cas, voilà, on faudra attendre quelques semaines ou pas, d'ailleurs, pour voir si ça tient ou pas. Ensuite, on a le pétrole. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé. Le pétrole qui est venu buter ici sous ce support devenu résistance. Il a été résistance ici. Bon, là, on avait eu un fort excès haussier avant de complètement s'effondrer. Depuis sa baisse, voilà. Donc pour le moment, on est entre ces deux bornes pour le pétrole. Là, sur ce début de semaine, ça baisse, mais les matières premières connaissent quand même une hausse actuellement. Concernant le dollar, donc il y a 2 semaines, on avait eu une forte semaine baissière qui avait cassé ici ce bas de canal haussier. La semaine dernière, on a eu un joli doji ici. Ça fait une très grande mèche avant de venir clôturer un petit peu plus haut. Donc on n'a pas eu de réintégration, mais on n'est pas non plus venu clôturer trop méchamment bas, comme ça aurait pu être le cas. Là, si on avait clôturé ici, ça aurait été vraiment un signal baissier. Même s'il aurait fallu encore attendre une confirmation. Donc un dollar qui est plutôt faible. Et donc parallèlement à ça, on a l'or qui se renforce et qui reprend de la dominance. À l'inverse, la semaine dernière, on aurait pu avoir ici un breakout haussier, une belle bougie qui donne de la puissance à l'euro face au dollar. Finalement, ça a clôturé plus bas. Bon, là, sur ce début de semaine, il y a un petit peu de hausse, mais bon, on n'a qu'au début de la semaine et ce n'est pas des volumes significatifs. Moi, comme je vous l'avais dit, le niveau pour faire un changement de tendance et réimpulser une dynamique haussière de l'euro par rapport au dollar, c'est d'aller faire un plus haut que ce niveau-là, autour des 1,23 $. Donc si l'euro va clôturer au-dessus de ce niveau-là par rapport au dollar, pour moi, on aurait une inversion de tendance et potentiellement un euro qui continuerait de reprendre de la force par rapport au dollar, parce qu'on sait que pour financer sa dette, les États-Unis ont besoin d'avoir un dollar qui ne soit pas trop fort, voire qui continue de faiblir. On finit avec les indices boursiers américains, le SP500, qui est toujours sur ses plus hauts historiques, à quelques points près, je ne vais pas chipoter. La tendance, elle est plutôt très bonne pour le SP500. C'est sensiblement la même chose pour le Nasdaq, même si là, on voit qu'on a une légère baisse. On reste sur les plus hauts historiques pour les indices boursiers américains. On arrive à la fin de ce point hebdo. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like. Je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des sujets aussi que vous voulez voir traités sur la chaîne. Cela, vous le savez, permet également de soutenir le travail, puisque ça permet de favoriser l'algorithme, les recommandations, et donc je vous remercie infiniment pour ça. Vous êtes plusieurs à être fidèles chaque semaine et franchement c'est très appréciable, ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup et je vous souhaite donc une belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao.